Ce qui aussi peut expliquer le fait que c'est un personnage touchant et cette tonalité pathétique, c'est l'expression de ses tourments, notamment avec plusieurs termes. Notamment, vous avez le terme répugnance, horrible, avec également le terme de honte, qui est délivré à la fin du texte, et le terme également de effrayé. Donc, effrayé, vous avez le terme ici, et le terme de honte, qui est également ici. Donc, de l'effroi, de la honte, avec cette attitude de gêne et de tourment. Nous éprouvons ainsi, pour terminer cette première sous-partie, de la compassion, de la tristesse à l'égard de ce personnage. Donc ça, c'était pour la tonalité pathétique. Pour la tonalité tragique, donc la deuxième sous-partie, qui est surtout développée à la fin du texte. Alors, le dilemme, c'est coucher avec Monsieur de Saint-Pouange et délivrer l'ingénu, ou conserver sa virginité et le voir mourir justement en prison. Alors, ce dilemme, justement, prend naissance à partir des lignes « Ah, mon père, je n'ai que trop bien. Je n'ai entendu que trop bien. Je suis perdu quoi que je fasse, je n'ai que le choix du malheur et de la honte, il faut que mon amant reste enseveli tout vivant ou que je me rende indigne de vivre. Je ne puis le laisser périr et je ne puis le sauver. » Alors, si on analyse bien précisément donc l'ensemble de ce dilemme, donc je vais vous surligner, hop là, vous avez beaucoup de moments, beaucoup de procédés qui peuvent l'expliquer. Notamment avec le choix de la conjonction de coordination. Je n'ai le choix du malheur et de la honte. Il faut que mon amant reste enseveli, tout vivant. Ou, ce terme de ou est important, ou que je me rende indigne de vivre. Je ne puis le laisser périr et je ne puis le sauver. Donc là, vous avez le ou qui exprime un choix. Et vous avez également plusieurs occurrences du et qui ajoute un côté très hyperbolique, très exagéré. Ce dilemme, il est également présent d'une autre manière. Il est présent également d'une autre manière. Il est présent également par l'expression « je suis perdu quoi que je fasse ». Je suis perdu quoi que je fasse. Donc qui exprime justement l'idée que si elle fait un choix, ce choix aura forcément des conséquences. Le dilemme, c'est l'idée que le choix que l'on va faire va forcément être un sacrifice, quoi qu'il arrive. Notamment, vous le voyez beaucoup dans les tragédies. Si vous avez étudié le Cid de Corneille, c'est exactement le dilemme de Chimène. Dois-je épouser et aimer l'homme qui a tué mon père? Si je choisis de ne pas l'épouser, je renonce à l'amour. Si je choisis de l'épouser et de l'aimer, je fais une croix en fait sur les valeurs et l'honneur. Relevez également donc sur ce passage-là le travail qui a été fait sur les parallélismes et les reprises de construction. Je n'ai le choix du malheur et de la honte. Il faut que mon amant reste tout vivant ou que je me rende indigne de vivre. Je ne puis le laisser périr et je ne puis le sauver. Là, dans je ne puis le laisser périr, je ne puis le sauver, vous avez justement une magnifique reprise de construction. Je ne puis le laisser périr et je ne puis le sauver. Ce qui est également intéressant aussi, ce sont les négations restrictives qui vont donner de la force, qui vont donner de l'intensité. Je n'ai que le choix du malheur ou de la honte, donc notamment avec ce que
qui est extrêmement important. Je n'ai que le choix du malheur ou de la honte, c'est-à-dire je n'ai pas d'autre choix que de tomber dans le malheur et dans la honte. Vous avez également le champ lexical de la mort qui est très présent, notamment avec la notion de sacrifice. Alors, le sacrifice, que l'on voit dès le début de l'extrait, donc elle la sacrifierait plutôt que de succomber. Alors, je vais choisir une autre couleur plutôt. Elle la sacrifierait plutôt que de succomber. Le champ lexical de la mort est également présent par l'évocation du suicide. Elle était tentée de se délivrer par la mort. Donc de se délivrer par la mort, c'est justement peut-être le choix qu'elle fera. Vous avez également à la ligne 6 l'idée de succomber. Donc l'idée de succomber plutôt que de succomber. Alors, sacrifice, mort physique, succomber, mort morale. C'est justement là l'intérêt justement de cette opposition entre les deux termes. C'est la mise en évidence à la fois de la mort morale et de la mort physique. Vous avez également un portrait de l'ingénu, reste enseveli tout vivant, indigne de vivre, donc indigne de vivre qui justement rend aussi compte de cette mort morale. Et enfin, vous avez le terme périr, qui est un terme aussi très fort pour le champ lexical de la mort et du sacrifice. Donc voici l'expression du dilemme et les éléments qui vous permettront de justifier la tonalité tragique. Bien sûr, ces expressions sont toutes hyperboliques, elles sont toutes très intenses, elles sont très exagérées. Même si, vous me direz, la situation dans laquelle se trouve Mademoiselle de Saint-Yves n'est pas une situation qui se prête justement à une tonalité plus douce, plus neutre. Enfin, dans un troisième temps, donc je fais la bascule parfaitement puisqu'on a une expression des sentiments forte, notamment avec le lyrisme. Alors, vous pouvez relever n'importe quelle exclamation. Les exclamations sont très présentes dans ce texte. Alors, les exclamations, notamment « Ah, mon père », donc le « ah » avec l'interjection. Vous avez la première personne qui est très présente. Je n'ai entendu que trop bien. Je suis perdu quoi que je fasse. Je n'ai que le choix du malheur et de la honte. Il faut que mon amour reste enseveli tout vivant ou que je me rende indigne de vivre. Je ne puis le laisser périr et je ne puis le sauver. Alors attention, ce n'est pas un jeu autobiographique, c'est ce qu'on appelle un jeu poétique. C'est-à-dire, c'est un jeu qui est beaucoup utilisé en poésie et qui justement sert au lyrisme. Alors le lyrisme, je vous rappelle ce qu'est cette tonalité. Vous avez deux éléments à retenir sur le lyrisme. Le premier élément, c'est la musicalité. La tonalité lyrique s'explique par les jeux sur les rythmes, sur les sonorités, sur les reprises de construction, donc parfaitement présentes dans cet extrait, et également par l'expression du moi, l'expression de sentiments personnels, et donc c'est pour ça que vous avez cette abondance de jeu. Ce qui est intéressant aussi, c'est l'abondance des subordonnés. Au début, elle lui confia qu'un homme puissant et voluptueux lui proposait de faire sortir de prison, celui qu'elle devait épouser légitimement et qu'il demandait un grand prix de son service, et que s'il ne s'agissait, j'ai dû en oublier, qu'elle avait une répugnance. Donc, ces accumulations de subordonnés, justement, travaillent sur la grande musicalité et le travail du style dans cette partie pour expliquer le lyrisme. Donc retenez pour le lyrisme, explication et ponctuation forte, exclamation « ah », vous en trouverez d'autres.
l'abondance de la première personne, les accumulations subordonnées, ce qui donne une grande musicalité, un travail de style et une expression donc de la première personne, des sentiments personnels. Donc, ça c'était pour le grand 1. Voici pour le grand 2, une satire de la religion et des jésuites. Donc, vous avez 2 points, une parodie de la rhétorique du confesseur jésuite et un religieux hypocrite. Alors pour vous expliquer, donc on a fait le petit topo sur les jésuites, qu'est-ce qu'est cet ordre, on l'a différencié des oratoriens et des jansénistes. Donc rappelez-vous, ce sont des éléments de contexte que vous devez connaître. Donc pour la définition des jésuites, vous l'avez dans la précédente lecture analytique, je vous ai fait un point important sur les jésuites. Et notamment ce qui était intéressant, puisque les jésuites ont développé beaucoup d'écoles et ont développé beaucoup de pédagogie, c'était une pédagogie qui était centrée sur les sciences humaines, mais également sur la rhétorique, c'est-à-dire l'art de bien parler. Et notamment, les jésuites ont longtemps permis l'enseignement du théâtre au sein de leur congrégation. Donc, quand vous aviez une éducation jésuite, vous aviez une éducation aux lettres, aux sciences humaines, mais également à l'art de bien parler. Donc, justement, c'est ce qui fait, on va dire, la caractéristique des jésuites. Et justement, ils se sont servis de leur rhétorique, de leur art de bien parler pour défendre l'hypocrisie et pour ne pas toujours défendre de bonnes choses. Donc je reviens au texte. Alors le texte, donc vous avez bien vu avec tous mes surlignages, donc les parties qui sont vraiment concernées par la partie de la scène touchante, de la scène sensible et du portrait de Mademoiselle de Saint-Yves. Donc là, on va plutôt se concentrer sur justement la rhétorique du père tout à tous et de la manière dont il développe cela. Alors, bon, ce qui est évident, c'est qu'on est dans un discours puisque vous avez des connecteurs logiques. Alors, ces connecteurs logiques sont vraiment très évidents. Donc, premièrement, secondement, troisièmement et quatrièmement. Donc, si vous aviez à refaire le plan narratif de ce texte, vous auriez comme thèse: le père tout à tous tente de convaincre Mademoiselle de Saint-Yves qu'elle doit céder à Monsieur de Saint-Pouange. Donc ça, c'est la thèse, c'est l'idée qu'il défend. Vous avez les 4 arguments, premièrement, secondement, troisièmement, quatrièmement. Vous verrez qu'ils sont plus ou moins tous développés d'une certaine manière. La tonalité de ce texte est l'apaisement. Le père tout à tous, donc, par la voie de la narration, justement, tente de donner l'idée directrice de ce discours, c'est « tâcha de la calmer par ses douces paroles ». Alors, vous verrez que ces paroles ne sont pas toujours très douces, puisque on va voir que le père tout à tous, c'est un allié du pouvoir et un allié de Monsieur de Saint-Pouange. Alors, le premier argument. Premièrement, ma fille, ne dites jamais ce mot « mon amant », il y a quelque chose de mondain qui pourrait offenser Dieu. Dites « mon mari », car bien qu'il ne le soit pas encore, vous le regardez comme tel et rien n'est plus honnête. Alors, déjà ce qui est intéressant, c'est la dénomination de l'ingénu, puisque l'ingénu passe d'amant à mari. Donc quand il parle de amant et mari, c'est l'ingénu qui est désigné. Notamment, alors, dans votre livre, ce qui n'est pas rendu, et ce que j'aurais dû rendre, c'est que mon amant est entre italique. Donc l'italique, c'est un des procédés de l'ironie, puisque d'une certaine manière, on va vous dire mon amant. Alors là, je me suis pas filmé, mais en gros, ça sous-entend mon amant. Donc vous avez un sous-entendu, c'est un des procédés de l'ironie. Faites attention à cela. Et mon mari également est mis entre italiques. Donc je rectifie ça. Donc mon mari, mon amant. Donc ça, c'est un des premiers lieux. Donc il montre déjà la pureté et l'innocence de Mademoiselle de Saint-Yves. Donc d'une certaine manière, au départ, il la défend. Mais il y a une certaine hypocrisie car les jésuites combattent les libertins en qualifiant justement de mondains. Alors mondain, c'est quand on appartient au monde. Alors au monde, c'est une appellation très large, mais on peut dire les cercles fermés, les cercles de société. Et surtout, il invoque Dieu. Or, il défend Saint-Pouange car il est haut placé.